Donc, bonjour à tous. Moi je suis Jonathan Gaba, donc je suis interne en psychiatrie et en addictologie à la base de l'Hospice civil de Lyon et j'effectue du coup un semestre en ce moment à la PHM aux hôpitaux de Marseille. Et aujourd'hui je vais vous parler du coup du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité de l'adulte et plus particulièrement des traitements médicamenteux. Et on fera un petit point aussi sur les addictions dans le TDAH de l'adulte. Donc pour le plan de la présentation, il sera le suivant. On va introduire le TDAH de l'adulte, parler un petit peu d'épidémiologie, des symptômes de ce trouble du neurodéveloppement et de l'intérêt de la prise en charge médicale et des comorbidités, de l'aide-diagnostic médical. On va du coup faire un focus sur les différents traitements, leur intérêt et leurs potentiels effets secondaires, l'intérêt du suivi médical et du suivi thérapeutique, un point donc sur le TDAH de l'adulte et les addictions, pour ensuite conclure. Donc, par rapport au TDAH de l'adulte, donc il a longtemps fait l'objet de polémiques sur sa définition et son existence. C'est quelque chose qu'on remet encore beaucoup en question actuellement, certains praticiens. Avant, on parlait exclusivement du TDAH de l'enfant, mais jamais du TDAH de l'adulte. C'est un trouble du neurodéveloppement dont les conséquences constituent une perte de chance significative pour ceux qui en souffrent et un enjeu majeur de santé nécessitant une compréhension et une adaptation aux conséquences de ce trouble. C'est pour ça qu'il est important d'objectiver, de mesurer, d'évaluer les symptômes, les comorbidités éventuelles ainsi que leur retentissement sur la vie du patient afin d'apporter les réponses les mieux adaptées à chacun. Chaque patient est différent, arrive avec ses symptômes, ses difficultés. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir évaluer chacune de ces difficultés pour pouvoir l'aider au mieux. Donc, au niveau de l'épidémiologie du TDAH de l'adulte, c'est un trouble qui est présent dès l'enfance et dont les symptômes persistent à l'âge adulte chez environ 60 à 65% des personnes. C'est un trouble qui est sous-évalué en raison de mécanismes compensatoires à l'âge adulte, c'est-à-dire que les patients développent des stratégies pour compenser leurs difficultés à l'âge adulte. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est souvent sous-diagnostiqué à l'âge adulte. Donc les adultes qui ont un TDAH constituent environ 5% de la population adulte générale. On a un sexe ratio homme-femme qui est d'1,6 hommes pour une femme. Encore une fois, sexe ratio qui est potentiellement sous-évalué car les femmes sont moins diagnostiquées que les hommes. Mais en tout cas, le sexe ratio qu'on retrouve dans la littérature actuellement est celui-ci. On peut dire que généralement, alors c'est pas toujours le cas, mais l'inattention, elle est prédominante à l'âge adulte et que l'hyperactivité qui est souvent présente dans l'enfance, mais encore une fois, c'est pas tout le temps le cas, s'atténue généralement à l'adolescence. Alors, la triade symptomatique est la suivante. Donc, il y a des symptômes de déficit de l'attention, des symptômes d'hyperactivité, des symptômes d'impulsivité. On le reverra tout à l'heure, mais il n'y a pas forcément ces trois symptômes-là chez tous les patients. Et les difficultés peuvent être plus ou moins importantes en fonction des patients. Il y a des patients qui vont être très impulsifs, d'autres qui le seront un peu moins, d'autres qui ont un déficit de l'attention qui sera très important avec une forte désorganisation. Chez d'autres, ça le sera moins également. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir évaluer chez chaque patient le degré un petit peu de ses difficultés. Alors le TDAH, donc on parle d'hyperactivité, d'impulsivité et de déficit de l'attention, mais c'est un peu le haut de l'iceberg. On se rend compte en fait en posant les questions qu'il y a plein d'autres choses qui sous-tendent ces trois problématiques-là, des problèmes de sommeil, une facilité à s'ennuyer, donc des patients qui s'ennuient rapidement, une anxiété qui est souvent importante, des difficultés dans le travail, une dysrégulation émotionnelle qui est quand même assez importante chez ces patients, des difficultés à apprendre, des problèmes financiers, une faible tolérance à la frustration, parfois des symptômes d'hyperfocus et des difficultés à maintenir leur relation. Il y a aussi d'autres choses, on en parlera, mais ça peut aussi sous-tendre des problèmes d'addiction, des problèmes de troubles du comportement alimentaire. Donc c'est pour ça que c'est important
de bien faire le point avec les patients, de pouvoir interroger toutes ces problématiques-là, pas juste du coup l'impulsivité, l'hyperactivité, l'inattention, mais tout ce qui sous-tend un petit peu la problématique de ce trouble. Alors au niveau des symptômes cliniques, donc l'inattention donc cognitive, donc c'est des patients qui sont on dit rêveurs, distraits, parfois absents, qui ont du mal à terminer les tâches qu'ils initient, qui parfois initient plusieurs tâches en même temps sans pouvoir les terminer, qui ont des problèmes d'organisation, qui souvent perdent leurs objets personnels, oublient leurs rendez-vous, etc., etc. Toutes ces difficultés engendrent une lenteur d'exécution avec une diminution de la vitesse du traitement cognitif. Au niveau moteur, on a donc une hyperactivité, c'est des patients qui ont des difficultés à s'arrêter, qui sont tout le temps en train de bouger, qui attrapent, tripotent des objets, se rongent les ongles, tripotent leurs cheveux, tripotent les stylos sur la table, qui ont tendance à parler trop fort, voilà, qui peuvent être définis comme des patients qui manquent de tact, parce qu'ils sont parfois un peu imposants dans les conversations. Donc ça, c'est des symptômes qu'on retrouve également. Au niveau de l'impulsivité, donc elles peuvent être cognitives et motrices. Donc cognitives, c'est ce que je disais juste à l'instant, à savoir un manque de tact quand ils parlent aux autres, des difficultés à attendre leur tour, tendance à finir les phrases des autres, à interrompre, à se précipiter, à dire les premières choses qui leur passent par la tête. Ça, c'est des choses qu'on retrouve assez régulièrement. Et au niveau motrice, avec parfois des mises en danger, des activités dangereuses, des consommations de substances aussi, etc., etc. Donc ça correspond, l'hyperactivité, l'impulsivité, à une absence d'inhibition au niveau du cortex préfrontal. C'est des choses qu'il faut pouvoir interroger, il faut pouvoir faire le point avec les patients sur ces trois piliers-là. Au niveau des dimensions cliniques du TDAH, donc, il y a une instabilité émotionnelle qui entraîne un ensemble de manifestations comportementales. Parfois, on retrouve, même assez souvent, une irritabilité, des crises de colère, une humeur qui est changeante, une hyperréactivité aux stimulations environnementales, au bruit, parfois tendance à écouter les conversations des autres, à ne pas pouvoir se concentrer sur celles qu'ils sont en train d'avoir avec quelqu'un, des difficultés à contrôler l'expression émotionnelle, dysrégulation émotionnelle. Il y a parfois aussi des recherches de sensations, voire des mises en danger. On retrouve aussi souvent une faible autodétermination, à savoir le droit et la capacité d'exprimer ses préférences, intérêts et goûts sans influence extérieure et d'agir selon ses propres décisions, et des difficultés de communication sociale. Tout ça engendre une fragilité de l'estime de soi. C'est souvent des patients qui ont une estime d'eux-mêmes très basse dans les chaussettes, qui ont tendance qui ont tendance vraiment à ne pas être, à avoir une très faible estime d'eux-mêmes, une très faible affirmation d'eux-mêmes aussi. Donc c'est des choses vraiment importantes à mettre en lumière, à interroger. Au niveau des sous-types du TDAH, donc il y a 3 sous-types. Donc il y a le sous-type inattentif prédominant qui concerne à peu près 20 à 30% des adultes. Donc c'est des patients qui ont peu voire pas de symptômes d'hyperactivité, d'impulsivité, mais qui ont des symptômes de déficit attentionnel prédominant, de difficulté d'organisation, etc., etc. On a le sous-type donc hyperactif impulsif qui correspond à moins de 15% des patients à l'âge adulte. Donc c'est des patients qui sont extrêmement hyperactifs impulsifs, mais qui ont très peu de symptômes de troubles de l'attention. C'est plutôt ce sous-type, on le retrouve plutôt chez le très jeune enfant, mais il est moins présent chez l'adulte. On a ensuite le type mixte, donc qui est le type majoritaire chez l'adulte, qui associe du coup les 3 signes typiques du TDAH, à savoir du coup les troubles de l'attention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Alors les symptômes fréquents chez l'adulte, on a un petit tableau pour un petit peu faire le point sur tout ça. Donc au niveau de l'inattention,
C'est des patients qui vont avoir des difficultés à soutenir leur attention et à se concentrer dans la lecture, le travail administratif, les tâches monotones en général. Des patients qui sont facilement distraits, qui oublient fréquemment du coup leurs objets personnels, leurs rendez-vous, de téléphoner aux personnes qui leur ont appelé, enfin qui les ont appelés, pardon, qui ont tendance à perdre leurs affaires, à se tromper, qui gèrent mal leur emploi du temps, qui sont désordonnés et qui n'agissent que s'ils sont obligés d'agir, c'est-à-dire un peu au dernier moment. Ça, c'est des symptômes de procrastination. C'est également des patients qui ont des difficultés à débuter, à mener à terme leurs tâches ou à faire des choses en doublon, à faire deux choses en même temps et du coup à ne pas pouvoir les terminer. Ça, c'est des choses qu'on retrouve très fréquemment. Au niveau de l'hyperactivité, donc c'est des gens qui ont tendance à parler trop, qui ont une tension interne assez importante, la bougeotte, ont du mal à rester assis, parlent, téléphonent en marchant, se sentent facilement débordés, ont tendance à faire plusieurs choses en même temps et qui du coup choisissent des emplois où ils sont actifs, pas des emplois par exemple de bureau, de choses comme ça, parce que c'est trop difficile pour eux de rester assis en place. Ils ont besoin vraiment de toujours être en action. Au niveau de l'impulsivité, donc on retrouve une mauvaise gestion des émotions, une irritabilité, une colère, des attraits à la nouveauté et une intolérance à l'ennui. C'est des patients, par exemple, qui vont avoir tendance à changer d'emploi assez régulièrement parce qu'ils s'ennuient vite. Donc ça, on peut retrouver dans l'histoire des troubles, des patients qui ont fait énormément de choses différentes, qui ont eu énormément d'emplois différents et qui les ont quittés de manière assez impulsive pour changer parce que vraiment il y avait un ennui, une routine qui s'installait et qu'ils étaient en incapacité de continuer du coup dans ces emplois-là. C'est pareil pour les relations. On retrouve des patients aussi qui ont tendance à débuter et à terminer des relations sociales, amoureuses de manière assez impulsive. Pareil, parce qu'il y a une intolérance à l'ennui, une intolérance à un petit peu le train quotidien, la routine. Donc ça, c'est des choses à interroger également. L'impulsivité passe aussi par les consommations, le tabagisme, les consommations de caféine, de drogue. Attention aux problèmes d'addiction chez ces patients, c'est des choses qui sont importantes à interroger quand on fait le bilan d'un patient pour un potentiel TDAH de l'adulte. Il faut interroger la question des addictions. Il y a une mauvaise gestion financière chez certains des patients avec une problématique d'achat compulsif et des conduites à risque qui engendrent du coup des accidents, enfin un plus fort taux d'accidents chez ces patients. Donc bien aussi interroger cela, est-ce qu'ils ont tendance à se mettre en danger? Des fois, c'est des choses dont ils n'ont pas forcément de notion eux-mêmes, mais c'est bien de pouvoir le cibler et de pouvoir faire le point avec eux à ce niveau-là. Alors, les mécanismes adaptatifs à la symptomatologie, donc il y a des mécanismes qui sont positifs, à savoir le développement d'un esprit original et créatif. Donc il y a certains patients avec un TDAH qui développent une rigueur et une fermeté qui leur permettent de compenser leurs difficultés attentionnelles. C'est des patients généralement qui ont tendance à tout noter sur leur agenda, leur smartphone, avec un emploi du temps qui est très carré, très rigide, qui sont scrupuleux dans leurs horaires, qui sont perfectionnistes et qui parfois, donc la rigidité se retrouve aussi dans les rapports sociaux et familiaux, et qui ont aussi parfois du coup des difficultés à déléguer. C'est quelque chose dont il faut faire attention chez ces patients parce qu'au niveau professionnel, il y a un risque de burn-out qui est assez important chez ces patients, du fait de se fatiguer, de ne pas avoir de ne pas pouvoir déléguer, avoir des difficultés à déléguer aux autres, donc tendance à se surmener au travail. Au niveau des mécanismes négatifs, c'est surtout les habitudes qui développent de consommation de substances, habitudes toxicomaniaques en particulier, donc le cannabis et l'alcool, à visée anxiolytique et euphoriante, pour se donner du courage, et à visée hypnotique. Donc pour dissiper les doutes, il y a des outils qui nous permettent de dissiper un petit peu les doutes quand on n'est pas sûr
du diagnostic, quand voilà, l'histoire des troubles est pas forcément voilà, ne va pas forcément en faveur d'un TDAH au premier plan. Donc il y a des autoquestionnaires qui nous permettent d'orienter le diagnostic et de potentiellement mettre l'accent sur d'autres difficultés pouvant mimer des symptômes de TDAH, voire les accentuer aussi. Et on peut avoir recours du coup à des entretiens semi-structurés, l'utilisation d'échelles. Celle qu'on utilise généralement, c'est la DIVA, pour refaire le point voilà, sur les difficultés dans l'enfance et à l'âge adulte. Mais voilà, ces échelles sont non indispensables, c'est-à-dire que c'est des outils d'aide au diagnostic, mais qu'elles ne sont pas indispensables, on n'est pas obligé de les utiliser. Les patients disent souvent donc, que c'est normal, je suis comme ça. En effet, c'est quelque chose qu'ils ont depuis l'enfance, donc après, ils ne se rendent pas forcément compte de leurs difficultés, ils ont toujours vécu avec, donc ils minimisent souvent en fait ces difficultés-là. Donc là, j'ai mis quelques petits exemples. Donc, là, c'est l'ASRS, donc c'est un auto-questionnaire, c'est les patients qui le remplissent. C'est un auto-questionnaire qui permet de faire le point un petit peu sur les difficultés sur les 6 derniers mois. Donc encore une fois, c'est un outil d'aide, mais ce n'est pas forcément obligatoire de l'utiliser. Ça permet en tout cas aux patients de poser un petit peu les potentielles difficultés qu'ils pourraient avoir pour qu'ils puissent se rendre compte en fait de ces difficultés-là. Le bilan neurocognitif, donc, il n'est pas obligatoire non plus, mais il permet d'aider en tout cas au diagnostic de TDAH de l'adulte en évaluant les performances des différentes fonctions cognitives. Il est réalisé et interprété par les neuropsychologues. Il analyse les différentes formes d'attention, la mémoire de travail, les fonctions exécutives. Les tests neuropsychologiques donc, ne correspondent pas à la mesure de l'intelligence générale qui est évaluée par un test de QI. À savoir que les patients qui ont un haut potentiel intellectuel peuvent compenser leur déficit attentionnel, surtout on voit ça aussi beaucoup pendant l'enfance, c'est des enfants qui avaient des bonnes notes, qui avaient un bon niveau intellectuel, mais qui ont pu compenser leurs symptômes, leurs difficultés via un haut potentiel intellectuel. Les tests de QI donc, qui peuvent être faussés par un TDAH, mais ces tests voilà, sont peu spécifiques et ne permettent pas de poser le diagnostic. À l'inverse, un bilan neuropsy ne permet pas de poser le diagnostic, mais il permet d'aider en tout cas au diagnostic clinique et de mettre le point vraiment sur les difficultés propres aux patients. Alors, les comorbidités psychiatriques du TDAH, plusieurs, donc il y a les troubles anxieux, à savoir qu'un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité peut être à l'origine d'un trouble anxieux, des symptômes de TDAH peuvent être à l'origine d'un trouble anxieux, tout comme un trouble anxieux qui se surajoute à un TDAH peut majorer les symptômes d'un TDAH. Donc il faut vraiment, voilà, c'est important de refaire vraiment l'histoire de la symptomatologie afin de voir si un trouble anxieux ne s'est pas surajouté à un moment donné et a majoré des symptômes de TDAH. On retrouve aussi des troubles de l'humeur, à savoir des troubles dépressifs, des troubles bipolaires. Donc c'est aussi des choses qu'il est important d'évaluer chez les patients qui viennent consulter. Des comorbidités donc addictives, tabac, alcool, cannabis, cocaïne, etc., etc. On fera un petit point à la fin de la présentation. Des troubles du comportement alimentaire aussi, qui sont retrouvés fréquemment chez ces patients, surtout l'hyperphagie et la boulimie. Des troubles du sommeil, avec des difficultés à s'endormir le soir, des réveils nocturnes précoces, un décalage du cycle nictéméral, des agitations nocturnes. Donc ça, c'est important aussi de questionner les patients sur leurs problématiques de sommeil. Et on peut retrouver également des troubles de la personnalité chez certains patients. Au niveau des comorbidités somatiques, donc on retrouve aussi régulièrement chez ces patients un syndrome d'apnée du sommeil. Donc c'est pour ça que si les patients viennent en consultation et ont des difficultés de sommeil, c'est important de pouvoir les orienter pour faire un
dans le sommeil une polysomnographie pour pouvoir éliminer un syndrome d'apnée du sommeil qui pourrait majorer les difficultés intentionnelles, l'irritabilité, l'humeur en journée. Le syndrome des jambes en repos peut aussi être retrouvé régulièrement chez les patients qui ont un TDAH, d'où le fait de prescrire la prise de sang avec un bilan de fer et de pouvoir réorienter si jamais il y a une problématique à ce niveau-là. On peut retrouver aussi régulièrement des migraines, de l'épilepsie, des maladies auto-immunes et métaboliques, asthme, allergie. Et bien sûr, si les patients ont des comorbidités addictives, on peut retrouver régulièrement des conséquences somatiques des addictions, si on a donc cancer, problèmes cardiovasculaires. Donc bien prendre en charge aussi la problématique addictive chez les patients qui en ont développé au fil des années. Les conséquences, elles sont aussi sociales et professionnelles. Du fait de la symptomatologie, des difficultés, on peut retrouver des conflits fréquents avec les autres, que ce soit des amis, la famille, l'entourage en général. Donc, ne pas minimiser ces difficultés et pouvoir aussi interroger les patients sur comment ça se passe dans leur vie personnelle pour pouvoir les aider au mieux. Donc, on trouve aussi fréquemment des ruptures amoureuses qui sont consécutives du coup à leurs difficultés, à leur impulsivité, leur trouble de l'attention. C'est important aussi de pouvoir interroger tout ça, des difficultés dans le travail, des difficultés financières, etc. etc. Donc là, on va rentrer plus dans le vif du sujet au niveau des traitements du TDAH de l'adulte. Donc, avant la mise en place d'un traitement, si on estime qu'un patient nécessite un traitement médicamenteux, il y a toujours un bilan pré-thérapeutique à faire. Donc, une prise de sang afin d'éliminer un certain nombre de problématiques qui pourraient accentuer la symptomatologie et ou contre-indiquer le traitement médicamenteux, la recherche d'antécédents cardiovasculaires familiaux, éliminer une pathologie cardiaque chez le patient en question. Donc, on prescrit toujours avant la mise en place d'un traitement par méthylphénidate un rendez-vous chez le cardiologue afin de faire une échographie cardiaque, un électrocardiogramme pour évaluer un petit peu, voir s'il n'y a pas de problématique au niveau cardiaque qui contre-indiquerait la mise en place du traitement. Mesure poids et taille, ça avant la mise en place du traitement, mais elle se fera aussi tout au long de la prise du traitement, j'y reviendrai tout à l'heure, et fréquence cardiaque et tension artérielle à évaluer avant la mise en place du traitement, mais toujours, il faut toujours refaire le point régulièrement sur la fréquence cardiaque, la tension artérielle, quand il y a une prescription de méthylphénidate. Alors, traitement médicamenteux, quel intérêt et quel risque? Le traitement médicamenteux, il a un intérêt pour l'amélioration des troubles de l'attention et de l'hyperactivité en se basant sur des difficultés avancées par le patient. C'est toujours, le patient arrive avec certaines difficultés, avec certaines problématiques, et en fonction de ces difficultés, de ces problématiques-là, on pense qu'il serait important pour ce patient de pouvoir bénéficier d'un traitement médicamenteux. Mais le diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité de l'adulte n'engendre pas nécessairement une mise en place de traitement. C'est en fonction vraiment des difficultés. Est-ce que le patient est très en difficulté dans la vie de tous les jours, ou est-ce qu'il a développé du coup des mécanismes compensatoires qui font qu'il arrive à fonctionner tous les jours sans trop de problématiques, sans trop de difficultés. Donc ça, c'est important de pouvoir le souligner. Le traitement n'est pas une réponse à tout, il n'est pas prescrit à l'ensemble des patients avec un diagnostic de TDAH et il n'est pas une fin en soi. Donc c'est important de pouvoir peser la balance bénéfice-risque, éliminer les comorbidités psychiatriques et somatiques qui pourraient mettre en danger un patient souffrant d'un TDAH de l'adulte traité par méthylphénidate. Il faut vraiment garder ça en tête, c'est que les problématiques cardiovasculaires, les troubles de l'humeur et les troubles anxieux qui ne sont non stabilisés, ainsi que les troubles de la personnalité et les troubles du comportement alimentaire non stabilisés, peuvent contre-indiquer, alors pas forcément du coup à vie, mais
tant que ces troubles-là ne sont pas stabilisés, on ne peut pas mettre en place un traitement par méthylphénidate qui pourrait mettre encore plus en difficulté les patients qui ont ces problématiques-là. Donc le traitement médicamenteux, c'est du méthylphénidate, c'est une prescription qui est faite initialement, qui peut être faite seulement par un psychiatre, neurologue ou un pédiatre. Avant, c'était exclusivement à l'hôpital. Maintenant, les psychiatres, les neurologues et les pédiatres peuvent le prescrire même en libéral. C'est un médicament qui est soumis à la réglementation des stupéfiants, donc qui est prescrit sur une ordonnance sécurisée avec une durée maximale de 28 jours. La réévaluation, elle se fait tous les ans par un médecin spécialiste, c'est-à-dire que si si le traitement a été initié, du coup forcément par un psychiatre, un neurologue, et qu'ensuite la prescription a été déléguée au médecin traitant, tous les ans il faut refaire le point avec un médecin spécialiste pour réévaluer le traitement, l'intérêt du traitement, pour qu'ensuite le médecin généraliste puisse reprendre la main sur la prescription. Alors, les formes de méthylphénidate, il y en a plusieurs et elles sont différentes en fonction de leur libération. Et chez l'adulte, du coup, on a ces traitements-là. Donc, il y a la Ritaline LI qui a une durée d'action de 4 heures, la Ritaline LP qui est remboursée chez l'adulte qui a une durée de 6-8 heures, avec 50% de libération immédiate et 50% de libération prolongée, c'est-à-dire qu'en prenant une gélule de Ritaline LP, vous avez 50% de la gélule qui va passer en libération immédiate et 50% qui va du coup passer en libération prolongée, qui va durer plus dans le temps, plus dans la journée, qui va avoir vraiment cet effet sur le plus long terme. Le Concerta LP, c'est la molécule qui agit le plus longtemps, donc 8 à 12 heures, avec une libération immédiate de 22% et une libération prolongée de 78%, actuellement non remboursé chez l'adulte, mais qui va le devenir là prochainement. Le Quasib, donc 30% de libération immédiate et 70% de libération prolongée, qui dure environ 8 heures. Et le Medikinet, qui a une libération immédiate de 50%, une libération prolongée de 50% qui dure environ 8 heures également et qui est remboursé chez l'adulte actuellement. Alors, pour le protocole de traitement, donc la posologie, elle doit être introduite par palier, commencer donc à des petites doses, puis augmenter progressivement jusqu'à atteindre la dose minimale efficace. Il n'est pas obligatoire, donc une fois le traitement stabilisé, de le prendre tous les jours, donc ça c'est quelque chose d'important. On préfère que le patient, quand on initie le traitement, le prenne tous les jours afin qu'on puisse évaluer correctement quelle posologie, à partir de quelle posologie minimale efficace il est stabilisé. Mais une fois que le patient a la bonne posologie, qu'il est stabilisé, il n'est pas obligé en effet de le prendre tous les jours. Donc, il y a certains patients qui ne le prennent pas lorsqu'ils ne travaillent pas, qui ne le prennent pas les week-ends, qui ne le prennent pas pendant les vacances. Mais après, encore une fois, c'est patient dépendant, c'est en fonction de l'intérêt qu'on a fixé avec le patient avant l'introduction du traitement. Mais c'est quelque chose qui peut être discuté. Donc, si la molécule ne convient pas, donc, il y a une possibilité aussi de l'arrêter et d'essayer une autre forme. On a vu des patients qui ne toléraient pas bien, par exemple, le Concerta, et qu'on a mis sous Ritaline et qui le toléraient beaucoup mieux. Donc, pas forcément se dire à chaque fois, bon, la molécule, le méthylphénidate en tant que tel ne convient pas, si le Concerta ne convient pas, on arrête tout, on n'essaye pas autre chose. Non, on peut quand même essayer d'autres formes. Et parfois, voilà, on a des patients qui ne tolèrent pas certaines formes galéniques, mais qui se stabilisent sur d'autres. Donc, les effets indésirables à surveiller, il y en a plusieurs. Donc, il y a les effets neuropsychiatriques, donc insomnie, mal de tête, bruxisme, c'est le fait de serrer les dents, l'irritabilité, l'anxiété, les tics moteurs ou verbaux, le fléchissement de l'humeur ou l'émoussement affectif, virage de l'humeur. Ça, c'est des choses qu'il faut interroger à chaque consultation. Après, quand on revoit le patient, voir s'il n'a pas développé des symptômes à ce niveau-là.
Au niveau cardiovasculaire également, donc augmentation de la fréquence cardiaque et ou de la tension artérielle, palpitations, etc. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut interroger dans le suivi thérapeutique. Cérébrovasculaire, fréquence cardiaque et tension artérielle. Donc, le mieux, c'est de réévaluer la fréquence cardiaque et la tension artérielle tous les mois. Le poids également, qui doit être mesuré régulièrement, parce qu'il y a souvent une perte d'appétit avec la prise de méthylphénidate. Donc, bien évaluer le poids, le poids des patients à chaque consultation, leur poser la question aussi, est-ce que vous avez perdu l'appétit, est-ce que vous mangez correctement? Des choses qu'il faut prendre en compte. L'apparition de nouveaux troubles donc, psychiatriques ou l'aggravation de troubles psychiatriques préexistants doivent être suivis à chaque adaptation de la posologie et plus ou moins tous les 6 mois. Il faut aussi faire attention à la consommation importante de café. On a beaucoup de patients qui consomment beaucoup de café. Bien leur dire de faire attention parce que la prise de café concomitante à la prise de méthylphénidate le matin peut engendrer un petit peu des palpitations, une tachycardie, une majoration de l'anxiété. Donc, bien les prévenir qu'il faut éviter la forte consommation de café avec la prise de méthylphénidate. Donc ça, c'est des indicateurs de suivi. Donc c'est pour, voilà, à chaque fois qu'on voit le patient, pouvoir réévaluer correctement les symptômes. Donc avec des échelles, ça permet vraiment de faire le point correctement. Donc la désorganisation, les troubles de l'émotion, relations interpersonnelles, productivité, pression temporelle, manque de satisfaction, etc., etc. Donc c'est des choses, c'est des indicateurs, hein, voir ce qui était problématique avant chez le patient, donc les choses qu'il a mis qu'il a expliqué donc avant la mise en place de traitement et voir du coup avec ces indicateurs s'il y a une amélioration clinique après la mise en place du traitement. Donc ce qu'il faut retenir, donc il n'est pas forcément nécessaire de prendre son traitement tous les jours de la semaine et la posologie peut être réévaluée au jour le jour. Tous les mois, c'est important voilà, de pouvoir refaire le point avec le médecin, voir si la posologie est toujours adaptée, voir s'il ne faut pas changer de posologie. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment interroger quand on met en place un traitement médicamenteux. À savoir aussi qu'il n'existe pas d'accoutumance physique à la prise du traitement et donc pas de syndrome de sevrage physique à l'arrêt de celui-ci. Donc, c'est différent d'autres molécules, hein, des anxiolytiques par exemple, les antidépresseurs, les substances comme l'alcool, le cannabis, les opiacés. Tout ça, c'est des choses, quand on les arrête brusquement, quand on les a pris pendant un moment et qu'on les arrête brusquement, il y a un syndrome de sevrage, alors que pour le méthylphénidate, il n'y en a pas. Donc ça, c'est important de pouvoir l'évoquer. C'est d'ailleurs pour ça que les patients peuvent ne pas prendre leur traitement parfois le week-end, en vacances, etc. Peuvent faire des pauses aussi dans leur prise de traitement s'ils estiment qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Donc, il est important de parler de ses inquiétudes à son médecin et de ne pas gérer son traitement tout seul. Pour le TDAH de l'adulte et addiction, donc, on va refaire un petit point là-dessus parce que je pense que c'est important de pouvoir expliquer un petit peu, parler un petit peu des addictions dans le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité de l'adulte. Donc, il y a une association du TDAH de l'enfant avec l'usage de nicotine à l'adolescence et la consommation d'alcool et d'autres drogues à l'âge adulte qui est prouvée dans les études scientifiques. Donc, l'usage régulier de tabac à l'adolescence est l'un des meilleurs prédicteurs de l'usage de substances chez l'âge adulte. La consommation des stimulants tels que les psychostimulants, la nicotine, la cocaïne correspondrait à une recherche temporaire d'amélioration des performances cognitives, donc plutôt sur les patients qui sont sur un versant inattentif. Et la consommation de marijuana, de THC, d'alcool, d'opiacés expliquerait plus une recherche pour réduire les difficultés de régulation émotionnelle, la sensation d'agitation intérieure et l'excès d'éveil. Donc ça, c'est plutôt chez les patients qui sont sur un versant hyperactif. On retrouve aussi très fréquemment des addictions comportementales aux écrans, jeux vidéo, smartphones, Internet. Donc c'est des choses qu'on peut interroger aussi dans le bilan. Des troubles du comportement alimentaire aussi, qui sont fréquemment retrouvés. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, l'hyperphagie, boulimie,
voire parfois l'anorexie mentale aussi restrictive. Donc il faut vraiment demander aux patients comment ça se passe au niveau de l'alimentation, est-ce qu'ils mangent correctement, est-ce qu'ils font des crises d'hyperphagie, c'est des choses qui sont importantes. On peut retrouver également d'autres addictions comportementales, à savoir les achats compulsifs, la sexualité compulsive, etc. etc. Donc voilà, c'est ça. Bien à chaque fois dans le bilan pouvoir faire le point sur toutes ces problématiques avec les patients, qu'ils puissent eux parler aussi de ces problèmes d'addiction. C'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour eux, donc leur poser la question directement. Donc les patients qui ont un TDAH ont un risque plus important d'usage abusif de substances à partir de 17 ans. En effet, on retrouve 30 à 50% des adolescents qui abusent de substances qui ont un diagnostic de TDAH, en tout cas qui ont un TDAH, pas forcément qui ont le diagnostic, mais en tout cas qui ont un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le TDAH raccourcit le délai de première consommation, comme dans la consommation de tabac qui débute en moyenne 2 ans plus tôt que chez les patients qui n'ont pas de TDAH. De même, la dépendance tabagique est doublée chez les adultes jeunes ayant un TDAH, donc 40% au lieu d'environ 19%. Et le tabagisme est plus important et l'arrêt est plus tardif avec un syndrome de sevrage plus intense chez les patients qui ont un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, le risque d'abus de substances, il est 2 à 5 fois plus grand chez les TDAH. Quand on dit substance, ça peut être le THC, l'alcool, la cocaïne, les opiacés. Donc, encore une fois, pour les patients, donc si vous voyez en consultation un médecin pour un bilan TDAH, bien parler de vos comportements addictifs, des problématiques que vous pouvez avoir avec l'alcool, le cannabis, voire les stimulants, la cocaïne, etc., pour qu'on puisse prendre en charge le TDAH, mais le patient, les difficultés du patient en globalité. Donc pour conclure, les traitements médicamenteux dans le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité de l'adulte ont un intérêt important chez certains patients souffrant d'un TDAH et pour qui les moyens compensatoires ne suffisent pas à retrouver une qualité de vie optimale. Le traitement n'est jamais une fin en soi, donc il doit être réévalué tout au long du parcours de soins. Il n'est pas forcément nécessaire de le prendre tous les jours, tout au long de sa vie. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a un renouvellement d'ordonnance de méthylphénidate, bien réinterroger du coup l'intérêt de ce traitement, voir si le patient a toujours des difficultés, voir comment on peut aussi l'aider autrement. Voilà, savoir que le traitement, quand il est bien prescrit et qu'il est important, c'est nécessaire de le mettre en place. Mais il faut toujours réinterroger son efficacité, réinterroger la balance bénéfice-risque pour aider au mieux le patient déjà et ne pas le mettre en difficulté. Donc il y a un intérêt à combiner la prise de traitement avec un suivi psychothérapeutique addictologique en fonction des difficultés rencontrées par le patient, à savoir que chaque patient est différent et que la prise en charge doit l'être tout autant afin de s'adapter à chacun. Voilà, merci pour votre attention.